Elliot, chère tante, chère cousine, cher cousin, cher neveu, chère nièce, cher père, chère mère, bonsoir. Sachez que la présentation qui va suivre est remplie de bienveillance. D'abord parce que je n'aurai pas le temps de faire toutes les blagues piquantes possibles. Votre CV, cher Elliot, est un vivier, une source perpétuelle d'amusement pour les esprits dérangés que nous sommes. Ensuite, certaines vannes ont été écartées au profit de mon intégrité physique. Vous êtes environ 60 membres de la famille Snejder. Je vais éviter de vous mettre en colère. D'autant plus que vous venez d'un endroit dangereux, au-delà du périph', en banlieue. C'est en effet à Neuilly que vit le jeune Elliot Snejder. Alors, dans votre CV, vous nous informez assez rapidement de votre très haut niveau intellectuel, puisque vous faites mention de l'obtention du brevet des collèges, qui, comme chacun sait, n'est pas un examen à la portée de n'importe qui. Bravo. Vous ne vous arrêtez pas là, puisque vous obtenez ensuite la SSR. Encore bravo, Elliot. La poursuite de vos brillantes études se fait au lycée La Folie Saint-James, dont l'étrange nom explique probablement bien des choses. Cher public, gardez à l'esprit ce nom d'établissement qui associe la folie avec le nom d'une marque de rhum. Très vite, vous faites preuve d'un extraordinaire leadership puisque vous êtes délégué de votre classe en première. Et puis là, ascension fulgurante, vous devenez représentant des élèves au conseil de la vie du lycée, puis au conseil d'administration. Bravo. Brillant à l'école, vous l'êtes aussi à l'extérieur. Vous faites du tennis et vous précisez que c'est du tennis de compétition. Bravo. Vous prêtez main forte à quelques petites entreprises de temps à autre. On citera Bonbons et compagnie, pour laquelle vous prépariez des petits sachets de friandises à l'approche des fêtes de Noël. Enfin, vous faites partie de l'association Respect Zone, qui promeut le respect sur Internet. Et en effet, quand en 2012, Lionel Teboul dit sur votre photo de profil que vous êtes beau gosse, vous répondez merci. Respect, Elliot. Vous étiez donc parfait, jusqu'à ce que, petit-fils indigne, vous vous trompiez sur la date de naissance de votre grand-mère. Et ça, Elliot, c'est mal. J'ai donc relu votre CV et parcouru votre profil Facebook plus attentivement pour confirmer cette imperfection. D'abord, vous oubliez parfois votre engagement pour le respect sur Internet, puisque vous n'hésitez pas à publiquement proférer des insultes. Vous écrivez en 2013 « Équipe de France de merde ». Et ça, Elliot, c'est mal. Vous indiquez ensuite dans vos loisirs, non pas que vous faites de la musique, non, que vous mixez ou que vous êtes DJ, non, rien de tout ça, vous indiquez être disque jockey. Mot qui n'aurait jamais dû exister. Alors, petit conseil, préférez plutôt la terminaison suivante, DJ de compétition. Vous mixez dans les plus grandes boîtes, vous êtes un fêtard, un clubbeur, vous êtes certainement pris à une forte addiction à la coke, au crack et à la MDMA. Et d'un coup, les friandises de Bonbons et compagnie sonnent différemment dans mon oreille. Il est fort probable que, comme tous les banlieusards, vous soyez en fait dealer. Et ça, Elliot, c'est mal. Enfin, cher Elliot, vous aimez bien transpirer en slip, en devenant tout rouge et en poussant très fort. C'est en tout cas ce qu'on imagine quand vous nous dites que vous faites de l'haltérophilie. Pas de compétition ici. On imagine donc que c'est uniquement par plaisir que vous soulevez de la fonte, ce qui vous rend encore plus flippant, Elliot. Chers membres du jury, tout ce que j'ai dit est vrai. Et je ne mentirai pas non plus en disant qu'Elliot a du talent. Soyez-en témoins.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs du jury, peuple de Lysias, peuple de fous, les voies de la vie privée de la prochaine candidate sont impénétrables. En témoigne la virginité apparente de son CV. Aucune photo, aucune date de naissance, aucune adresse mail, rien. Ah si, quelques centres d'intérêt. Et laissez-moi, si vous me le permettez, les détailler. Ils sont tous aussi jouissifs les uns que les autres. Alors on commence tout de suite avec le droit pénal, le droit des obligations, le droit administratif, l'histoire du droit, le droit de l'Union européenne. Mais pourquoi ? Pourquoi alors ? Je dis non. Je dis non, je dis nine, car tu vaux mieux que ça au fond de toi. Et tu nous l'as prouvé lors de ce deuxième tour, lorsque tu nous as parlé de l'égalité des hommes-femmes. Tu nous as fait croire à cette forme d'égalité abstraite, à la déforestation en Amazonie, au racisme, au sexe sans normes. Mais malheureusement, Laure, je sais d'où tu viens. Et je suis peut-être le seul ici à le savoir. Tu nous parles du droit. Mais de là où tu viens, le droit ne s'applique pas. De là où tu vois, c'est la misère. C'est la décadence, il n'y a rien. Mesdames, Messieurs les juges, Laure vient du Nord-Pas-de-Calais. Née dans une baraque à frites, entre une canette de chouf et un bout de maroilles, Laure était loin de cette finale Lysias, loin de l'Assemblée nationale. Et pourtant, elle porte ici la voix du Nord. Heureusement, Laure, tu as évité les concours de Miss Bouzole, les concours de Miss Tourcoing. Pas celui de Miss Roubaix, mais tu n'étais pas loin de l'esquiver. Tu as évité la tradition familiale, champion de tuning de frère en fils. Et surtout, Laure, tu as fait le choix de te passionner pour la littérature, pour la politique. Et c'est la raison pour laquelle tu as décroché ce baccalauréat dans le seul lycée de la région. Mention très bien, avant de connaître une ascension sociale fulgurante. Tu es devenue organisatrice des commémorations du village de Marc-en-Barreuil. Tu es devenue ensuite membre du mérite en organisant une nouvelle fois les cérémonies. Et puis là, c'est la consécration, tu deviens réceptionniste du camping d'Oléron. Avant d'intégrer, grâce à ce merveilleux dossier, la prépa Henri IV, la meilleure de toutes. Puis la fac de droit de la Sorbonne, la meilleure de toutes, c'est pas moi qui le dis. Et tu arrives, en finale, L2 du concours Lysias. Alors je vous le dis ce soir, mesdames et messieurs, vous avez face à vous la future gagnante. Parce que Laure, malgré tout cela, malgré son passé, malgré ses chutes, malgré ses échecs, est la plus grande de toutes les ch'tis. Alors ce soir, sa force, son humour et son engagement feront d'elle la future lauréate du concours Lysias. Merci. Très bien. Mesdames, Messieurs, alors moi je suis là pour vous présenter Luigi Belair, le deuxième finaliste de L2. Deuxième dans l'ordre de passage, mais ça s'arrête là, parce que Luigi Belair, le Renoir, c'est tout sauf un numéro 2. Luigi Belair, c'est avant tout un flow, une attitude. Je l'ai rencontré le 3 février dernier, c'était un samedi après-midi, dans un couloir de la Sorbonne. Premier tour du concours. Je suis juge dans un tribunal et je passe rapidement aux toilettes. En sortant, je l'aperçois dans le couloir. Je ne sais pas encore qui il est. Tiré à 4 épingles, costume 3 pièces, cravate extrêmement soyeuse, pochette multicolore, contour au laser, lunettes sur le bout du nez, en train de relire sa plaidoirie. Avec le recul, je me demande même s'il n'avait pas un cigare. Je tiens à le répéter, à ce moment, il est tout seul dans le couloir et il ne m'a pas encore vu. Je me dis, ok, il est dans son élément naturel, soyons discrets. Manque de chance, je marche sur une planche qui grince. Il l'entend,
Il tourne la tête vers moi au ralenti. Il plisse un peu les yeux. Pour être transparent avec vous, je n'étais absolument pas prêt à une confrontation. Quand on est membre du jury de l'ISIAS parisien, on se croit intouchable. Quand on croise un candidat dans un couloir, le candidat rougit, baisse les yeux, se dessert, nous vous voit, rit nerveusement, se ronge les ongles. Luigi plisse les yeux et me regarde au ralenti. Dans ma tête, la musique que j'ai entendue ressemblait à ça. Sur le coup, c'est moi le premier à baisser les yeux. En arrivant à son niveau, je relève timidement la tête, mais avec crainte. J'ai peur de me remanger un coup de pression non verbale. Sauf que là, il ne se passe rien. Il relit à nouveau sa plaidoirie. Après cet incident, je retourne dans le tribunal dans lequel j'étais et je n'en parle à personne. Bénéfice du doute, je me dis que j'ai peut-être surinterprété. Une semaine plus tard, samedi 10 février, là, je fais partie du jury devant lequel Luigi plaide. Là encore, il est sapé comme jamais, mais différemment. Je l'écoute plaider avec un peu d'appréhension, et franchement, le gars est super fort. Convaincant, persuasif, vif d'esprit. Il passe au tour suivant, RAS. Je me dis que c'est peut-être moi qui ai tapé une face bizarre la semaine précédente. Mais au tour suivant, quart de finale, 17 février, là encore, très très grosse prestation, très haut niveau, là encore sapé comme jamais, là encore sapé différemment. Bon, je ne trahis pas le secret du délibéré, mais il est tombé face à un candidat un petit peu tendre, très prometteur, mais qui n'allait pas totalement au bout de ce qu'il tentait. Et ce candidat-là avait mis une pochette qu'il n'avait pas vraiment sortie. Donc, lors de mes critiques, j'ai fait une analogie et j'ai dit au candidat de sortir sa personnalité comme sa pochette. Donc, les gens dans la salle rient. Luigi, je le surprends, un rire diabolique, et il regarde sa pochette qui était sortie à fond. Personne ne le voit, donc je ne peux en parler à personne. Mais je comprends ce jour-là que je n'ai pas halluciné et que j'ai affaire à un congoïde extrêmement chelou. Et c'est justement pour lancer l'alerte auprès des membres du jury et auprès du public que j'ai tenu à faire sa présentation. J'ai fait croire au reste de l'association que j'allais faire quelque chose d'orthodoxe, avec un phrasé léché, des figures de style, des références à l'Antiquité, du lyrisme en veux-tu, en voilà, un langage soutenu. Mais Luigi, avec toi, c'est pas possible. J'ai vu ton CV. Le volet formation, 2015, bac ES, spécialité maths, mention TB, félicitations du jury, en Guadeloupe. 2015-2017, prépa littéraire, philo, mention très bien, Louis Legrand. Aujourd'hui, école de commerce ESCP Europe et licence de droit à la fac. Tout ça en 2 ans. Luigi, tu es sûr que tout va bien? Expérience professionnelle, chef de projet dans un cabinet de conseil avec un chiffre d'affaires annuel de 420K. Je suis allé voir Luigi tout à l'heure, en off, et je lui ai demandé pas de pression, Luigi, par rapport au budget? Le gars a 20 ans, 420 000 euros. Sa réponse, t'inquiète, je gère. Et il a fait un dab. Bon, le meilleur pour la fin, activité extrascolaire. Parenthèse, Luigi, j'ai tapé ton nom sur Facebook. Photo de profil, mur rouge, toi, pull rouge, bras croisés comme au quartier. 90 likes, dont 88 meufs. Photo de couverture, toi, avec un boys band. Photo en noir et blanc, devant une boutique Chanel. Légende de la photo, une phrase en anglais qui veut dire « faire succès, c'est ne pas se tromper ». 132 likes. Flemme de compter le nombre de filles. Bref, Luigi, tout ça pour dire qu'en checkant tes hobbies extrascolaires, je m'attendais à voir des choses comme basketball, dancehall, vêtements qui coûtent cher, dépenser de l'argent en soirée. Là encore, non. Les hobbies de Luigi sont l'opéra, la direction de chœur, la philosophie et la littérature du XXe siècle. Tu es si différent. Luigi, je pourrais continuer sur ton cas, mais le temps nous est compté. Alors, s'il ne fallait retenir qu'une chose te concernant, c'est que cette hyperactivité, cette polyvalence, ce goût vestimentaire, toutes ces choses qui te caractérisent en apparence ne sont que la partie visible de l'iceberg. Tes skills vont beaucoup plus loin que ça. Je le sais, tu le sais, et ils vont le découvrir.
Éléonore Goduchot. C'est un peu le Janus de ce concours. D'un côté, il y a Éléonore, et de l'autre, il y a Goduchot. Éléonore de Léo le lion. Éléonore est la lionne, finaliste de 24 ans, à la crinière sauvage et au regard franc. Éléonore n'est pas une femme fragile. La Calliope d'Ille-et-Vilaine est tout comme sa Bretagne natale. L'océan de sa Bretagne natale, elle est sereine et puissante. Oui, elle est puissante, car Éléonore, c'est celle qui prend la parole depuis 2011, année où elle remporte son premier concours d'éloquence. Elle le remporte sans minauderie, sans cabotinage, mais avec intelligence et aplomb. Alors, à côté de cette noble facette de la candidate, il y a son alter ego, Goduchot. Goduchot, c'est un peu le côté zadiste d'Éléonore. Alors, vous l'ignorez certainement, Goduchot est un nom de famille du Berry, dérivé régional de Go, Go étant un nom de baptême d'origine allemande, d'origine germanique. Et pour cause, à l'instar du voisin allemand, Goduchot est sensible à la cause végétale et animale. J'en veux pour preuve que Goduchot est diplômée du Master 2 droit de l'environnement de Paris 1, qu'elle aime les percussions, les salopettes en jean et le tabac à rouler. Voilà. Non seulement Goduchot est une écolo prononcée, mais par ailleurs, Goduchot, c'est aussi quelqu'un de brillant. Oui, Éléonore est une latiniste, une escrimeuse redoutée, une juriste émérite. Mention bien à son mémoire sur la prévention internationale du phénomène de dispersion des espèces exotiques invasives. Grand 1, les moustiquaires, grand 2, le désherbant. Dois-je préciser enfin qu'Éléonore est actuellement stagiaire au cabinet Célis, Soltner, Texidor, Perrier. Bertrand Perrier. Mais elle a les reins solides, Éléonore. Parce que quand Bertrand il va courir les plateaux de tournage du 9-3, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse tourner la boutique. Oui. Elle a les reins solides, Éléonore. Les épaules nécessaires pour porter la cause qui lui a été confiée ce soir. Alors, public, tremble, car la lionne Éléonore s'apprête à rugir. Elle a l'air bien, Éléonore. Hein. Bon. Alors moi, je vais vous parler de Samuel. Samuel, c'est un petit nouveau dans le monde de l'éloquence. Il n'est pas trop connu. Là, c'est son premier concours. C'est quelqu'un de particulièrement timide et qui est toujours rivé à ses notes. Si vous voulez, je vais vous demander d'éprouver sa timidité et d'être très, très, très gentil avec lui parce que c'est un homme bon, c'est-à-dire que c'est un homme de gauche. Politiquement, il est très féministe. Et c'est grâce à lui notamment que le slogan « Balance ton porc » a été particulièrement répandu ces dernières années, ou ces derniers mois. Il est d'ailleurs le premier homme à avoir rejoint les Femen. C'est admirable. Samuel, c'est aussi un CV. Vendeur de chemises à Tel Aviv, conseiller chez HSBC, et attendez, serveur dans le 19e. Alors, si les gens ne connaissaient pas ton origine, au moins là, on sait. Hein. Ah, c'est pas facile de découvrir les circoncis, mais là, c'est évident.
Bon, alors si vous voulez... Non, évidemment, je rigolais tout à l'heure quand je disais que c'est un petit nouveau dans le monde de l'éloquence, parce qu'il y est depuis qu'il est né. Si vous voulez, Samuel, c'est le genre de mec qui a un prof dans la banlieue de Reims qui organise un concours de prise de parole pour des jeunes de 5-6 ans. Il est là. Il est là. Hein. Je veux dire, il débarque, tu sais pas d'où, il est là, il arrive. C'est ça, Samuel. Et bon, alors évidemment, on ne peut pas parler de Samuel sans parler des femmes. Moi, si vous voulez, dès qu'on a appris que j'allais faire sa présentation, j'ai reçu tout un tas de messages sur Facebook, sur Instagram, enfin j'en sais rien, me disant « Est-ce que tu pourras évoquer notre histoire ?» Mais non, Sandrine. Non, Sandrine, je ne vais pas évoquer votre histoire. Je lui dis parce qu'elle est là. Et si vous voulez, bon, ensuite, il y a des choses un peu plus flippantes. C'est quand je reçois un message camusien. C'est quelqu'un qui lit Camus, qui le cite, et qui est profondément imbibé par ce penseur, cet écrivain et ce philosophe, etc., etc. Et ce que je voulais dire à ce sujet, c'est que c'est un ami, Samuel. C'est un ami, et donc c'est très difficile de le présenter en me moquant de lui, ce qui est normalement, ce qu'on doit normalement faire. Et alors j'ai trouvé une phrase que René Char dit à Camus, que les deux ont été très amis. Il lui dit qu'on me passe ce coup d'aile. J'ai voulu parler d'un ami, donc j'espère que vous me passeriez ce coup d'aile, que vous allez me passer ce coup d'aile. Voilà, c'est tout. Bien, chers amis, on va commencer à écouter des vrais maîtres de l'éloquence. Et puis, puisque donc on en est rendu à se faire des coups bas. Bon, je réserve tout pour tout à l'heure. Et donc nous allons écouter pour la finale de L1, nous allons écouter en demande Madame Anna Zerguit. Prenez place. Le mariage, c'est la mort morale de toute indépendance. Je pense que tout le monde l'aura compris, je ne suis pas ici pour faire l'apologie du mariage. Je ne mettrai pas sur un piédestal cette institution vieille comme le monde, que l'on traîne derrière soi comme cet grand-père auquel on fait de beaux sourires en se demandant simplement « à quand la fin ?» Jade, la personne dont j'ai choisi de défendre les intérêts, m'a tout de suite plu. Féministe, indépendante, anticonformiste, végane évidemment, ça va ensemble. Bref, une femme forte, une femme de principe. Mais quelle n'a pas été ma déception quand j'ai appris qu'elle venait me voir pour annuler un mariage. Comment une femme aussi émancipée pouvait avoir cédé à ce carcan qu'est le mariage ? Il faut dire qu'entre Jade et Emma, c'était l'amour fou, un amour sincère, désintéressé, comme on en trouve rarement. Mais comme dans toute tragédie, il y a un drame. La mère d'Emma meurt, et brutalement tout change. Emma devient paranoïaque, nerveuse, insupportable. À la place de Jade, j'aurais fui depuis longtemps. Mais Jade n'est pas de cette trempe-là. Elle est courageuse. Elle n'a pas besoin qu'un officier d'état civil lui fasse répéter 3 malheureux articles de loi pour assumer les devoirs que l'on croit à tort réservés aux époux. Le devoir d'assistance, c'est une évidence pour elle. Et elle n'a jamais cessé d'épauler la femme qu'elle aime. Mais un malheur ne vient jamais seul, et Emma apprend qu'elle est mourante. Elle n'a plus qu'une idée en tête, se marier, malgré les réticences de sa compagne. Que Jade demeure sa veuve à tout jamais. Quand on y pense, c'est une motivation pour le moins égoïste, vous ne trouvez pas ? Évidemment, Jade cède. C'est une femme de principe, oui, mais c'est avant tout une femme de cœur. Ce mariage est célébré dans la douleur pour Jade. Personne ne devrait avoir à sacrifier ses convictions pour les autres. L'amour passe, les idéaux demeurent. Et vient maintenant l'acte final, le clou du spectacle. Emma a menti. Elle est en pleine santé.
Son dossier médical a simplement été mélangé avec un autre. Et pendant tout ce temps, elle a joué la comédie. Elle s'est jouée de Jade. Une vraie farce, digne des fourberies de Scapin. Sauf que nous ne sommes pas au théâtre. Et ce qui se joue ici est bien plus une tragédie qu'une légère comédie. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, le maintien de ce mariage n'est pas tolérable. Le maintien de ce mariage n'est pas tolérable car il y a dans cette affaire de la manipulation, du mensonge. Le maintien de ce mariage n'est pas tolérable et le divorce ne saurait être une solution acceptable. Le maintien de ce mariage n'est pas tolérable pour la simple et bonne raison que cette affaire constitue une atteinte à la liberté. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de démontrer que le comportement d'Emma est clairement dolosif. Pour rappel, le dol défini par l'article 1137 du Code civil est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ou en dissimulant intentionnellement une information déterminante quant au fait ou non de contracter. Comme je vous le disais, il est avéré qu'Emma a menti, qu'elle a simulé sa maladie, afin d'obtenir ce qu'elle souhaitait depuis le début de leur relation. Que de bonnes bases, n'est-ce pas, pour bien commencer une vie de jeune mariée. Le dol, en droit des contrats, constitue un vice du consentement et est donc une cause de nullité. Le mariage étant un contrat, particulier, je ne le nie pas, il paraîtrait logique que la même règle s'applique. Pourtant, ce n'est pas le cas. Voyez-vous, notre droit applique un certain adage du jurisconsulte Loisel qui déclare très sobrement « qu'en mariage, il trompe qui peut ». C'est charmant. Alors pour commencer, continuez à appliquer un adage qui date du Moyen-Âge et je trouve assez contestable. C'est à cette époque, je vous rappelle, que le mariage forcé était courant, que la femme devait obéissance à son mari, bref, une période vraiment sympathique pour nous les femmes. C'est intéressant, comme le droit français arrive parfois à combiner progrès social et concept rétrograde. Mais au-delà de ça, allons au fond de la règle juridique. Les articles 180 et suivants du Code civil, qui retranscrivent les vices relatifs au mariage, ne mentionnent volontairement pas le dol. Pourquoi une telle omission ? Il serait apparemment trop compliqué en mariage de distinguer l'art de plaire de l'intention dolosive. Et c'est vrai, le jeu de séduction repose souvent sur l'arrangement de certains défauts, voire l'invention de certaines qualités. Mais il y a un monde entre mentir sur sa couleur de cheveux et cacher votre état de santé. Dire que l'on est mourant pour épouser quelqu'un, ce n'est pas un art de plaire, c'est de la pure malhonnêteté, une simple façon de profiter de la vulnérabilité de l'autre. Or là où la raison d'être cesse, la loi cesse. Toute règle a la portée que son fondement commande. Alors pourquoi en l'espèce ne pourrait-on pas tenir compte du dol pour annuler le mariage ? Le droit n'est pas rigide, il n'est pas figé. Au contraire, il évolue sans cesse, et c'est dans des cas comme celui-ci que nous, juristes, avons pour mission d'adapter l'application de la loi, non pour la dénaturer, mais au contraire, pour la servir encore plus fidèlement. Et quand bien même, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, vous ne retiendriez pas le dol comme cause de nullité, ce qui serait à mon avis regrettable, Gérard Cornu a mis en évidence que le dol provoque toujours des erreurs. Et vous conviendrez avec moi que l'erreur est une cause de nullité prévue par ce même article 180. Or, par un jugement du tribunal de grande instance de Dinan, rendu le 4 avril 2006, les juges ont reconnu que l'erreur sur l'état de santé constituait une erreur sur les qualités essentielles de la personne. La loi est ici très claire. S'il y a eu erreur sur les qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. Et je peux vous assurer que toute personne connaissant un tant soit peu Jade pourra vous dire qu'elle n'aurait jamais consenti à se marier si Emma n'avait pas prétendu être mourante. Le mariage, l'idée même du mariage l'a toujours répugnée. Une libertaire comme elle ne peut concevoir de s'enchaîner à une autre. Elle fait partie de celles et ceux qui sont convaincus que l'amour n'est sincère que lorsqu'il est libre, lorsqu'il n'a aucune attache. Tous ces gens mariés, croyez-vous qu'ils soient plus heureux que les autres ? Parce qu'ils auraient signé un vulgaire bout de papier ?
Leur amour en est-il plus réel, plus éclatant? Observez dans votre entourage le nombre de divorcés et vous constaterez que non. D'ailleurs, pour Jade, le divorce, il n'en est pas question. Symboliquement, l'annulation du mariage efface toute trace de l'union matrimoniale. C'est comme s'il n'avait jamais existé, c'est un retour en arrière, ou plutôt une deuxième chance. Le divorce, au contraire, laisse des marques indélébiles, comme la brûlure de l'échec cuisant. Et puis le divorce, ce n'est pas si simple. Pensez-vous vraiment qu'Emma, qui dans sa passion nocive est allée jusqu'à tromper celle qu'elle aime, acceptera de divorcer par consentement mutuel? Bien sûr que non, c'est une évidence. Le divorce sera long, il sera pénible, il ravivera les vieilles rancunes comme il le fait à chaque fois. Tout ce que Jade s'était promis de ne jamais vivre, tout ce contre quoi sa famille l'avait mise en garde. Et elle leur avait répondu naïvement: la volonté d'une mourante est sacrée. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui soit sacré. À part peut-être la liberté, proclamée de toutes parts, la liberté de se marier. L'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 23 du Pacte international des droits civils et politiques, l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux. Que de textes qui rendent hommage à cette liberté matrimoniale. Mais qu'est-ce qu'une liberté? Qu'est-ce que fondamentalement une liberté? C'est un pur pouvoir de choix. L'acte libre est celui qui s'accomplit abstraction faite de toute contrainte. Mais quel choix Jade a eu dans cette histoire. Elle qui a été manipulée, elle que l'on a trompée, elle dont on a forcé la main. Il n'y a pas de liberté pour l'ignorant, et Emma, en maintenant Jade dans l'obscurité, l'a privée de cette liberté qui est au fondement même de notre société, au fondement même de notre humanité. L'amour n'est pas quelque chose qui se prend sous la contrainte, c'est quelque chose qui se donne librement. Et si le mariage est considéré dans notre société comme la consécration de cet amour, pourquoi devrait-il en être autrement? J'invite votre tribunal à prononcer la nullité de ce mariage sur le fondement de l'article 180 du Code civil. Je demande également la condamnation de Madame Emma Rionou au versement de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers frais et dépens. Merci. Bien, nous appelons en défense Elliot Snedger. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, la liberté de notre volonté se connaît sans preuve, par la seule expérience que nous en avons. L'essence même d'un être, sa liberté, sa volonté, ne se mesure-t-elle pas par sa faculté à décider par et pour soi-même? N'est-ce pas ce que chacun d'entre nous fait ici, dans son plus prosaïque quotidien, en tant qu'être démocratique? Au regard des chiffres, et notamment du nombre de divorces, 130 000 par an, le mariage tend à devenir une institution poussiéreuse, une institution marginale dans notre société. Toutefois, sa permanence révèle quelque chose. C'est une institution économique, sociale, mais surtout une institution familiale, privilégiée, dans laquelle chacune et chacun d'entre nous se façonne. Pour reprendre l'adage romain, nuptias non concubitus sed consensus facit. La volonté de se prendre pour époux est l'élément majeur du mariage. C'est là qu'il faut se placer pour en apprécier la valeur, voir si elle est consciente, libre, éclairée, mais surtout, voir si elle a, au fond, une volonté matrimoniale. Les faits exposés par mon confrère sont quelque peu inexacts. Madame Jadet-Principe vient d'une famille dans laquelle la question du mariage est anxiogène.
témoin de premier rang des échecs successifs de sa famille et autres unions. Elle se laisse persuader du fait que le mariage est une institution croquignolesque, devenue aussi légère que de la poudre de perlimpinpin. Si l'idée du mariage lui reste toujours répulsive, elle prend malgré tout vite part aux joyeux après-midi rythmés par les couleurs LGBT en compagnie de celle qui deviendra bientôt sa femme, Madame Emma Rion-Nou. Alors qu'Emma perd sa mère, frappée d'un cancer foudroyant, elle aussi, à son tour, elle présente d'inquiétants symptômes. Et bientôt, son médecin lui diagnostique le même mal qui emporta sa mère. Le 15 juin, Emma prend connaissance d'une lourde erreur administrative, comme nous l'a fait remarquer mon confrère. Elle le savait donc le 15 juin qu'elle n'était pas malade. Mais ce mariage, qui lui tenait tant à cœur, et qui emporta enfin la conviction de sa compagne, elle n'eut pas le courage de le voir peut-être s'annuler. Au fond, qu'importe d'être malade ou pas malade. Au fond, ce qui comptait, c'est qu'elle s'aimait. Et aux yeux d'Emma, c'était bien ça l'important. En venant me voir à mon cabinet, Emma me disait « La révélation d'un divorce fait souvent vaciller, voire divorcer le couple. » Ici, ce fut le contraire. Et c'est bien pour cela qu'elle était convaincue de l'amour sincère de sa compagne et qu'elle ne voulait pas tout gâcher. Et pourtant, aujourd'hui, Madame Eprincipe entend faire annuler ce mariage, du seul fait que sa compagne n'est pas condamnée à mourir, sa seule erreur étant d'aimer. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, le seul fait que le mariage ait été déterminé par l'absence de la révélation d'un état de santé suffit-il à entraîner sa nullité ? Cicéron, le plus illustre des avocats de l'Antiquité, prenait comme exemple le cas du négociant qui amène d'Alexandrie à Rhodes une grande quantité de blé, au moment où, chez les Rhodaniens, la disette a porté les cours à un niveau extrême, du fait de la rareté des denrées. Doit-il révéler qu'il a vu au loin sur la mer des navires débordant de froment, où se taire et vendre son blé le plus cher possible ? Cicéron blâmera le négociant, c'est-à-dire qu'il le sanctionnera sur un plan moral et non juridique. L'équité permet au droit de ne pas être trop rigide, d'être vraiment juste. Portons donc tous ensemble un jugement moral sur l'absence de révélation de ma cliente, telle une vindicte populaire. Mais il n'en resterait pas moins que ce serait une erreur de juger ma cliente en droit pour cela. Ne pensez pas, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, que ce soit l'art qui déguise, ni l'éloquence qui exagère. C'est la volonté qui s'explique. Au regard de l'article 180 de notre Code civil, relatif aux nullités en mariage, celui-ci doit être contracté par un consentement libre des deux époux, sans contrainte sur les époux et sans crainte révérentielle envers un ascendant, auquel cas il serait nul. En l'espèce, Jade n'a subi aucune contrainte. Elle a elle-même décidé de s'engager par amour. Aussi, il n'est pas question ici de crainte révérentielle envers un ascendant, puisque toute sa famille était opposée à l'idée même du mariage. Elle n'a donc été en rien forcée à se marier. Enfin, Jade était libre et consentante. Certes, elle pensait que sa compagne était malade, mais rien ne l'obligeait à se résigner face à sa propre volonté. Il faut aussi préciser que l'article 180 du Code civil est silencieux quant au dol. Ce silence intentionnel s'inscrit dans la tradition de l'ancien droit, comme l'a évoqué Maître Zerguit. En mariage, trompe qui peut. En effet, une certaine tolérance serait nécessaire vis-à-vis du dol parce que le mariage est d'abord un art de plaire. Mais l'on pourrait objecter tout de même qu'il serait souhaitable de distinguer l'art de plaire de certaines tromperies moins admissibles. Mais alors,
qu'en est-il des risques d'annulation de mariage trop fréquentes qui seraient de nature à compromettre la stabilité de l'institution? Ce même article 180 prévoit la nullité du mariage dans le cas d'une erreur sur les qualités essentielles de l'époux ou d'une erreur sur l'identité de l'époux. En l'espèce, il n'y a aucune erreur sur l'identité civile en ce qui concerne le nom, l'appartenance familiale ou encore le sexe. Aussi, l'erreur pour l'état de santé apparaît difficilement invocable ici. Comme nous l'a rappelé Maître Zargit, dans un jugement du tribunal de grande instance de Dinan du 4 avril 2006, le tribunal refusait de rechercher si l'épouse connaissait son état, car ce n'était pas le dol qui était invoqué, mais l'erreur. Cette erreur reposait sur un fondement particulier. Il s'agissait de considérer la maladie grave dont était atteinte la dite épouse et les conséquences évidemment préjudiciables du stade avancé de sa maladie VIH qui compromettait d'une part sa faculté de procréer et de l'autre celle du couple tout entier. Car, mal nommée la jurisprudence, s'est ajoutée au malheur du droit. Dans le cas d'espèce, la maladie était bien réelle et incontestablement préjudiciable pour la famille. Ce n'est pas parce que la jurisprudence soutient les intérêts de ma cliente qu'il nous faut nous laisser aller à la solution paresseuse de nous en remettre qu'à elle. Madame et Principe a consenti à ce mariage, par amour, et pour montrer sa volonté d'aller encore plus loin avec sa compagne. Mais son choix sincère et dénué de toute contrainte restait fortement conditionné par l'ultime requête de sa bien-aimée. Dont le seul crime est de l'avoir dérangé alors qu'il jouait. Elle doit être justement punie, comprendre la portée de ses actes et s'apaiser, peut-être, réfléchir. Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de la déclarer coupable de tentative de meurtre et de la condamner à 4 ans de réclusion criminelle. La parole est à la défense, Maître Luigi Belair, l'avocat à la pochette. Qu'il est étrange, ce cri. Qu'ils sont étranges, ces mouvements spasmodiques, cet essoufflement. Celui de l'homme saisi par une force qui ne semble pas être la sienne. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, si je pouvais sonder les cœurs, que n'entendrais-je alors? Mais qu'est-ce qu'il fait, cet avocat? Et puis dans ce lieu, c'est pas adapté. N'était-ce pas venu le moment de l'éloquence, de la parole savante, noble, ailée, ou tout au moins de la parole articulée, intelligible, somme toute humaine? Qu'il est étrange de voir subitement l'homme n'être plus lui-même, livré au trouble d'un système nerveux que l'on devine déréglé. L'être qui perd le contact avec ceux qui l'entourent, avec la réalité. Bref, assumons le mot, le schizophrène. Ce cri de fureur irraisonné, ce cri rappelle celui d'Oreste, ou plus encore, celui d'Héraclès, qui, excité par les dieux, jeté par eux dans les affres d'un accès de folie, voit sa raison troublée au point de commettre le meurtre de sa femme et de ses enfants. Néanmoins, une différence majeure demeure. La tragédie souhaitée par les dieux frappe de démence les héros infatués, mais le drame de la vie commune brise la femme la plus modeste. Ce sentiment d'inconfort, de malaise, d'incompréhension, où les actes semblent purement dénués de motifs, transpire et imbibe le dossier quand on y lit la transcription de la scène faite par Madame Deleuze, car on y voit une femme incapable de comprendre la teneur de ses actes. C'est pourquoi, après un rapide récit des faits, je démontrerai la nécessité de déclarer l'irresponsabilité pénale de Madame Deleuze. Car jugez vous-même
l'ampleur des pertes en 3 mois. Véritable bérésina du quotidien. Elle perd un compagnon qui choisit une femme moitié moins âgée. Elle perd ses amis qui préféraient sans doute une femme moitié moins folle. Elle perd son travail et s'enlise dans la précarité. Elle perd à cause d'un cancer sa mère adorée. Et à cette liposuction de son bonheur répond une 50aine de kilos, jusqu'à ce que la balance dépasse le quintal, jusqu'à ce qu'elle ne supporte plus d'être regardée, puis de se regarder elle-même. Mais d'autres se chargent de le faire, de scruter ses actes et critiquent ses mouvements, l'incitent même dans ses actes. Et ces autres sont en elle, et ces autres sont elles. Car elle n'est plus elle-même, car elle entend des voix. Alors non pas celle d'un vieillard qui s'écrierait « Jeanne, au secours !» Non, mais des voix, celles de sa mère, qui la poussent au péril. Ainsi, le 27 novembre 2017, à 17h36, l'une de celles en elle, écoutant la voix de sa mère pourtant décédée, décroche un pot de fleurs du balcon et le jette sur un garçon de 9 ans. Et là, roulement de tambour, il se casse le petit doigt. L'article 122.1 du Code pénal pose le principe de l'irresponsabilité pénale de la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes. 3 points donc. La nature du trouble psychique, la concomitance avec les faits, et enfin l'abolition du discernement, c'est-à-dire la perte totale du libre arbitre et de la conscience de ses actes. Vaste programme. Le trouble psychique est-il connu? Oui, puisqu'il a fait l'objet d'un diagnostic médical sans appel par son médecin traitant. Madame Deleuze suit ainsi un traitement médical à raison de 2 comprimés le matin, 3 le midi et 1 le soir. Charmant programme. Le trouble neuropsychique était-il concomitant des faits? C'est là le nœud du problème. Oui. Le dossier relate précisément qu'elle a entendu au même moment 2 éléments, 2 voix. D'une part, celle des enfants qui jouent dans la rue, et sa mère morte lui disant « Gaël, prends le pot de fleurs accroché au balcon et jette-le sous cet enfant qui joue dans la rue. » Le fait de mettre sous le même plan l'apparition de la mère et le lointain écho des enfants est propre à la schizophrénie. Dans ses crises les plus aiguës, les plus acerbes, les plus violentes, où l'on ne sait plus discerner la réalité. Alors certes, elle était sous médicaments, mais, au risque de passer pour un de ces pseudo-médecins de Doctissimo, il faut savoir que le traitement de la schizophrénie est actif face aux symptômes dits excédentaires, mais d'aucune utilité à l'heure actuelle de la recherche face aux symptômes déficitaires. Quels sont ces symptômes? Les hallucinations, mais aussi autre chose, une altération de la vie en relation, une abrasion, c'est-à-dire un amoindrissement des affects et de la motivation. Car voilà, et c'est ici l'erreur commise par ma brillante contradictrice, par le parquet en général, que je tâcherai modestement de corriger. La perte du travail, la perte du mari, la perte des amis, l'impossibilité d'avoir des enfants ne sont pas les causes de sa schizophrénie, qui motiverait une forme de vengeance contre les enfants, contre tous les enfants qu'elle verrait, en parfait être sanguinaire qu'elle est. Non, ce sont en fait les conséquences de sa maladie, d'une maladie qui, dans la plupart des cas, se déclare à la fin de l'adolescence et ne cesse de croître. C'est parce qu'elle est schizophrène que son monde s'est écroulé. C'est pourquoi ce déficit de volonté est tel qu'elle déclare elle-même dans le dossier qu'elle se sent incapable de se droguer, à la différence de Maître Balaire, ou de plonger dans l'alcoolémie, par faute de courage, et telle qu'elle est incapable de pouvoir user d'une quelconque volonté pour tuer quelqu'un. En réponse à l'argumentation de ma contradictrice, qui voudrait voir dans tout cela une simple vengeance, une décision de la Cour d'appel de Pau, le 14 décembre 2007, rappelle qu'il est excessif de demander que l'on prouve un lien exclusif entre la pathologie et l'acte, puisqu'on ne peut jamais savoir la part d'inconscient, la part de désir qui existe dans ceci. Néanmoins, pour qu'il y ait abolition du discernement, ce que je plaide, la preuve d'un lien ayant déterminé, fût-il très simple ce lien, un lien ayant déterminé le passage à l'acte doit seul suffire. Et ce lien est maintenant prouvé.
C'est pourquoi la détention provisoire de Mme Gaëlle Deleuze doit donc cesser et doit être remise en liberté. En effet, l'idée d'un internement, l'idée de cette volonté de l'enfermer à tout prix, n'a pas de sens quand elle ne représente pas en réalité un véritable danger pour la société. Mesdames, messieurs, Héraclès, celui-là même qui tue ses enfants et sa femme en pleine démence, est réhabilité et rejoint l'Olympe. Au reste, matricide fou, au point d'entendre des serpents siffler sur sa tête, est réhabilité et finit par régner paisiblement sur Argos. Laurent Wauquiez, fou au point de tacler Pécresse, Juppé et, je cite, les guignols d'En Marche, en n'imaginant pas une seule seconde pouvoir être enregistré, est réhabilité et continuera à assumer son cours à l'EM Lyon. Madame Gaëlle Deleuze, malade au point d'avoir tout perdu, ne doit pas se voir privée de son dernier dû, à savoir sa liberté. Consciente de sa maladie, prête à suivre tous les traitements nécessaires, les principes élémentaires de la justice demandent que tout soit fait pour qu'elle retrouve une vie sociale normale. Et je ne crois pas qu'il soit étrange à l'oreille ni du parquet ni de la justice. Ce cri peut être sourd, ce cri peut être contrôlé, celui de l'homme qui, au nom du droit, réclame la justice et la liberté. C'est pourquoi je demande que soit déclarée l'irresponsabilité pénale de Mme Gaëlle Deleuze pour troubles psychiques. Le ministère public veut-il reprendre la parole? Non. Bien, dernière manche, nous appelons pour les licences et les masters Madame Éléonore Gauduchot. Pardon, je manque à tous mes devoirs. Voilà, donc ici nous avons un sujet que je retrouve, voilà, dans tous mes papiers. Peut-on reconduire à la frontière un homme étranger à lui-même? Et donc Éléonore Gauduchot défendra l'affirmative. Frontière plus étranger reconduite. J'ai perçu chez 2 ou 3 le vilain frémissement des narines sentant venir les boules puantes et se délectant des odeurs d'égout. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, j'espère ne décevoir personne, mais le sujet ne relève ni de la morale, ni des politiques qui s'en sont débarrassés depuis bien longtemps. La reconduite, c'est déjà moche, mais d'un homme qui n'est pas tout à fait lui-même, bande de vipères. Alors, pour vous convaincre qu'un homme étranger à lui-même ne peut être reconduit à la frontière, Monsieur Savarel tentera de vous amener sur le terrain philosophique, peut-être un peu larmoyant, de jouer sur vos sensibilités respectives pour définir cet homme, ou cette femme d'ailleurs, en état de transe. Il convoquera Camus ou Nietzsche, il invoquera les fragilités de l'âme humaine, tordra les mots pour vous toucher. Madame, Messieurs du tribunal, mais bien sûr qu'on peut reconduire à la frontière un homme étranger à lui-même. La reconduite, c'est du droit pur. Ce sujet n'est rien, sauf une question administrative. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas bien situer la différence entre le politique et l'administration, je ne parle pas de vous, cher juge, cette dernière ne choisit pas, elle applique. Plus ou moins bien ce que le premier décide, reçoit les coups de pied, les œufs pourris et les chats crevés destinés au gouvernement, mais seulement du lundi au vendredi de 10h à midi et de 14 à 16. Relève ainsi de l'administration le pouvoir de faire d'un étranger un homme en situation régulière. On appelle ça délivrer une autorisation. C'est usant comme la mort, ça exige de faire la queue pendant des heures à la préfecture de police et d'imprimer l'équivalent du bois de Boulogne en justificatif. L'État, dans sa grande bonté régalienne, comprenez dans sa PAF, police aux frontières, contrôle. L'homme se trouve-t-il du bon côté de la barrière, oui ou non?
cher juge, je doute que quand vous quittez la grisaille et ces Parisiens pour des plages blondes avec vos maris, vos épouses, vos enfants, je doute que vous les fassiez voyager en gilet fluo dans une coquille de noix. Non. Si vous quittez le pays, on dit que vous voyagez et que vous êtes étranger au moment même où les douanes ont tamponné votre passeport, à l'arrivée. Cela fait-il de vous un candidat à la reconduite? Absolument pas. Vous êtes un étranger dont le sol veut bien. Vous êtes un étranger régulier. Et, à moins de tomber dans l'irrégularité, vous passerez vos vacances sans risquer de vous voir accompagné aux portes du pays sous bonne escorte. Il y a vous et moi, et il y a les autres. Ceux qui, pour différentes raisons, pensent que l'herbe est plus verte sur l'autre rive, ceux-là ne s'embarrassent pas à toquer à la porte pour entrer, à demander quelques titres pour subsister et demeurent clandestinement. Bon, on leur concède un seul avantage, c'est de connaître sur le trajet retour toujours de meilleurs tarifs et de trajets bien plus confortables qu'à l'aller. Madame, messieurs, la reconduite n'est légitime que parce qu'elle répond d'une prérogative régalienne, et en cela n'est applicable qu'aux situations irrégulières. C'est une pure question de légalité. On peut donc reconduire un homme étranger en situation irrégulière à la frontière. Quid de l'homme étranger à lui-même? Eh bien, je ne vois pas le problème. Si l'étranger est dans l'illégalité, qu'il soit fou, prix Nobel de littérature, joueur au PSG ou étranger à lui-même, ça n'a aucune importance. Il est en situation irrégulière, donc reconductible. Point. C'est le droit. L'homme qui tue sa femme, sans faire exprès, n'en est pas moins coupable. Peu importe son état, il est une circonstance atténuante, mais pas une cause d'exonération. On le sanctionne. Laissons de côté la géographie et les frontières séparant les droits imaginaires des uns des droits imaginaires des autres pour les frontières psychiques, bien moins sondables cette fois. Être étranger à soi-même couvre d'innombrables hypothèses, mais c'est avant tout un sentiment, celui de n'avoir pas conscience ou d'avoir une conscience différente de soi. Moi, par exemple, au réveil, quand je me regarde dans la glace, il m'arrive de voir un étranger. Mais, d'un geste précis, je place mes lunettes sur mon nez et me retrouve. Sans être toujours aussi aisé, se retrouver lorsqu'on est étranger à soi-même implique de retrouver son identité différente de l'état dans lequel on se trouve. Et il peut arriver de la même manière qu'un homme ne se reconnaisse plus parce qu'il change. Messieurs, j'imagine bien que vous ayez été surpris par votre voix plus grave, plus suave quand vous avez mué, que vous n'ayez pas reconnu votre torse à vos premiers poils, et que vos derniers cheveux vous feront le même effet. Mais aucun de ces changements, aussi important soit-il, ne commande l'intervention de la force légitime. Non. Madame, messieurs, c'est triste à dire, mais l'intérêt général s'en fiche totalement que vous ne soyez pas bien dans vos baskets. Et parce que ça ne la concerne pas, vous sortez du champ d'application de la reconduite à la frontière. L'administration n'a que faire de vous aider à passer la crise de la quarantaine. En revanche, l'administration joue bien, très bien son rôle, dès qu'un homme étranger à lui-même perturbe la société. Elle sait très bien vous conduire ou vous reconduire en cellule de dégrisement quand vous êtes à 3 grammes. Elle sait aussi s'emparer de la folie, de ces hommes, ces femmes qui voyagent, oui, mais en absurdie. Ceux-là, on les raccompagne à la frontière parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont étrangers à eux-mêmes, ils sont leur propre danger et potentiellement celui des autres. Ceux-là, parce qu'ils portent en eux cette nuisance, sont en situation irrégulière. L'état dans lequel ils se trouvent est différent de leur nature.
Ceux-là, on les raccompagne, parfois par la force, parce que la justice a estimé qu'ils étaient un danger. On les raccompagne pour purger leur irrégularité. Oui, cher juge, on peut reconduire à la frontière un homme étranger à lui-même. Enfin, c'est l'État qui intervient. C'est lui, la force légitime qui contraint. Mais vous aussi, vous pouvez reconduire, en trichant un peu. Vous ne pouvez pas contraindre, mais vous pouvez, au lieu d'amener l'homme à la frontière, la déplacer pour lui, vers lui. La question n'est plus celle de savoir si l'homme se trouve du bon côté de la barrière, laissez ça à l'État, à ses contraintes géographiques inamovibles. Sans avoir à reconduire l'homme, nous pouvons déplacer la frontière, anéantir ce qui borne, ce qui l'enferme dans une case ou une identité qui est contraire à sa nature. Madame, messieurs les juges, nous vivons, ces hommes et ces femmes vivent pris en otage dans ces frontières que la société, parfois bien pensante, puritaine, a cru bon d'imposer à tous. Et nous entretenons ces frontières qui ne font que diviser l'humain en son propre corps. Alors, certains de ces barbelés sont déjà tombés. Il n'est plus question, au moins en France, de pénaliser l'homosexualité. Mais combien de temps encore avant que les frontières omniprésentes du genre tombent? N'aliène plus celui qui est étranger à son propre sexe. C'est à notre génération d'agir. Si nous ne déplaçons pas les frontières aujourd'hui, nous faisons que repousser, retarder les choses. Et vous qui parliez de montagne tout à l'heure, dire qu'on ne peut pas abolir les frontières pour cet étranger parce qu'il est étrange, ce serait condamner le transidentitaire, mais aussi, chers juges, condamner nos enfants, les condamner en les maintenant dans des schémas archaïques à préserver nos petits garçons des pages roses du catalogue de Noël parce que ce sont des petits mecs et qu'ils ne peuvent qu'aimer les tracteurs rouges. Ce serait condamner nos nièces, vouloir les boudiner dans des tutus, pire encore, des tutus violets, alors qu'elles ne rêvent que de chausser les crampons de leur père. S'ils attachent autant d'importance à notre regard, changeons ce regard, déplaçons des montagnes. Tant qu'il y aura des frontières, il y aura, intérêt général ou pas, des étrangers reconduits à la frontière ou à eux-mêmes. Et donc nous entendons M. Samuel Savarel pour la négative cette fois-ci. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du jury, ce sera donc au prix d'un torticolis que ce soir. Je pourrai, comme l'ordonne Cicéron ou Démosthène, faire partir ma conviction du regard. Mesdames, Messieurs, ce soir, il fera nuit. Mesdames, Messieurs, pire encore, demain, il fera jour. Brillant, n'est-ce pas? Pourtant, c'est un peu ce qu'a fait ma contradictrice en vous disant, il vous dira Nietzsche, il vous dira Camus. Le fait de prédire quelque chose en argument n'enlève rien à la pertinence de l'argument. Oui, je vais vous citer Nietzsche. Probablement Camus. Et d'autres encore, vous aviez bien lu ma feuille, mais il vous en manquait quelques-uns. Soyez sereines, je les citerai également. Mesdames, Messieurs, peu importe l'acception que l'on prend de la frontière, la reconduite à la frontière entend toujours une exclusion. L'exclusion de ce qui ne nous est pas semblable, de ce qui ne nous ressemble pas, de ce qui n'est pas en règle avec nos règles. Là encore, ma contradictrice avec brio a évoqué, dans un premier temps, l'étranger étranger à lui-même. Mais voilà, on vous parle d'un étranger à lui-même tout court. Ceci n'était pas une défense, mais une esquive. Donc l'étranger à lui-même, mesdames, messieurs. Dire qu'il faut, que l'on peut le reconduire à la frontière et donc l'exclure de notre cercle, parce qu'une frontière, elle est éventuellement territoriale, elle peut être matérielle, elle peut être intellectuelle, et ici il s'agira assurément davantage d'une frontière intellectuelle, c'est dire à cet étranger, tu n'es pas comme nous. Nous,
pouvons répondre sans peine, ici, dans cette salle ou ailleurs, que chacun se connaît, que chacun est rentré dans les abîmes de sa solitude, que chacun a creusé le trou profond pour aller en soi parce que Madame le juge, s'il existe the way to go to the top de la montagne, il existe assurément un way to go dans les abîmes de sa solitude. Donc voilà ce qu'il vous faudra dire, mesdames, messieurs, si vous considérez qu'on peut reconduire un étranger à la frontière, c'est dire à l'étranger, nous nous connaissons tous nous-mêmes. Toi qui nous as fait la confession que tu ne te connais pas toi-même, exit. On te reconduit à la frontière. L'idée est donc que pour pouvoir affirmer cela, nous devons tous nous regarder, nous dire, nous, on se connaît nous-mêmes. Pour matérialiser la chose, si ce nous, c'est cette salle, tu feras l'étranger. Rien de personnel, bien sûr. Tous ici dans cette salle, on dit « Te connais-tu toi-même » ? Oui, oui, oui. Lui ? Non ! Voilà ce qu'il faut, mesdames, messieurs. Alors, permettez-moi de vous dire, nous n'avons aucune légitimité, c'est mon argument, pour reconduire à la frontière un étranger à lui-même, parce que c'est là notre ADN commun, il est comme nous. Et si la reconduite à la frontière nécessite l'exclusion de ceux qui ne nous ressemblent pas, force est de constater que celui-ci nous ressemble bien trop pour être reconduit où que ce soit. Alors me direz-vous, oh, il va nous dire on ne se connaît pas nous-mêmes. Oui. Oui, et si vous doutez un seul instant que, effectivement, tous, par l'arrogance humaine, nous croyons nous connaître nous-mêmes, il n'est que de tendre l'oreille, mesdames, messieurs les juges, et vous verrez sans peine le viatique langagier des hommes inéluctablement vous dire « Oh, je me connais, c'est pas fait pour moi. Oh, je me connais, Lysias, c'est pas fait pour moi. J'y arriverai pas, je me connais. » N'avez-vous jamais entendu cette formule, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges ? En continu, on parle de soi. La plus grande passion des hommes, c'est de parler de soi-même. Ce qui veut bien dire qu'on croit se connaître, et que donc peut-être nous pourrions être légitimes pour exclure celui qui ne se connaît pas. C'est notre passion première, notre sport national, parler de je, et même les orateurs, la première tentation de l'orateur, c'est de vous parler de soi-même. Je vous raconterai ma grand-mère, je vous dirai que le matin, quand je me lève devant mon miroir, je mets mes lunettes. Manque de bol, j'ai pas de lunettes. C'est pas grave, on sait qui vous êtes, monsieur le juge, ne vous inquiétez pas. Mais donc, foncièrement, mesdames, messieurs, voilà. Nous pensons à longueur de temps nous connaître nous-mêmes, et donc peut-être pourrions-nous répondre d'une certaine légitimité pour exclure celui qui ne se connaît pas. Cette croyance, cette certitude de se connaître nous-mêmes, vous savez, c'est la faute à qui ? Aux philosophes d'abord et avant tout. Ces usurpateurs, monsieur le Président. Depuis toujours, ils nous répètent à longueur de milliers de pages « Connais-toi toi-même ». L'inscription sur le temple de Delphes, je ne vous la ferai pas en grec pour vos oreilles. Et puis ensuite est venu Socrate qui est allé de son petit connais-toi toi-même, Marc Aurèle, La Rochefoucauld, Montaigne, Schopenhauer, et j'en passe. Nietzsche, pour faire plaisir à ma contradictrice. Le problème, mesdames, messieurs, c'est qu'à force de nous répéter « connais-toi toi-même, connais-toi toi-même », ce qui est trop dans notre champ de vision par là même disparaît. Et nous n'y pensons même plus. Et nous avons acquis la certitude que nous nous connaissons, et c'est ce qui pourrait faire qu'on regarde cet étranger en lui disant « toi, tu dois aller ailleurs ». Oui, mesdames, messieurs, à force de croire, à force d'entendre cette philosophie de se connaître soi-même, on l'a éludée. Si on vous répète, monsieur le juge Balaire, à longueur de temps, que vous êtes un brillant orateur, vous allez finir par le croire. Enfin, c'est pas... Non, c'est pas un vous, monsieur le juge, c'est un vous impersonnel, qu'on ne se trompe pas, je ne serais pas assez fou pour me tirer une balle dans le pied de la sorte. Mais donc voilà, mesdames, messieurs, ce que l'on croit, on parle de soi à longueur de temps, on croit se connaître nous-mêmes, vous connaissez la phrase de François Mauriac, qu'est-ce que l'ami ? L'ami, c'est celui avec qui vous parlez, vous racontez, monsieur le Président, une anecdote sur le droit des sociétés ou l'usufruitier, et lui va vous répondre, tiens, c'est marrant, d'ailleurs, moi, je et moi. Un monologue à deux. Voilà ce que nous sommes. Eh bien, je viens vous soutenir ici avec assurance, sans orgueil, que non, mesdames, messieurs, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, nullement, et que donc, nous n'avons pas la moindre légitimité pour reconduire à la frontière celui qui, finalement, est en tout point similaire. Alors me direz-vous, mais prouvez qu'on ne se connaît pas nous-mêmes. Je vais le faire.
Vous ne pouvez pas vous connaître vous-même, mesdames, messieurs les juges, et je vois que je fais sourire monsieur le juge. Cela, vous savez de quoi je parle, c'est pour ça, parce que vous aussi, le soir quand vous rentrez chez vous, vous n'avez pas le temps de vous connaître vous-même. Vous aimeriez bien, mais il y a ces dossiers, ces clients qui ne payent pas. Vous êtes pénaliste, m'a-t-on dit. Cela nécessite beaucoup, beaucoup de temps. Et chacun ici le sait, et vous, assurément, mesdames, messieurs les juges, il faut travailler d'arrache-pied très vite, très jeune, très tôt. On vous demande tout le temps, par examen, par contrôle, que sais-je, que sais-je. Cela laisse peu de temps à la question de qui suis-je. Ce n'était pas censé être une blague, mais quand on n'est pas poète, on n'est pas poète. Non, je vous le dis sincèrement, mesdames, messieurs les juges, vous ne pouvez pas vous connaître vous-même parce que vous n'en avez même pas le temps. La phrase de Sénèque à Lucilius. Observe, Lucilius, combien d'heures par jour te sont volées pour autre chose que toi-même. Alors, sur ces heures volées, les fiscalistes s'indemnisent plus tard, bien sûr. Mais les heures, jamais elles ne reviennent, mesdames, messieurs. Vous n'avez pas le temps. Je vous ai vu arriver, madame le juge, tout à l'heure. Vous étiez affairée ailleurs. Avez-vous le temps, tous les jours, peut-être 1 heure par jour, de rentrer dans cette solitude et de vous confronter à vous-même? Au beau milieu de la commission des lois, vous imaginez un peu? Mesdames, messieurs, nous suspendons la séance pour quelques minutes de silence, non pas pour honorer les morts comme on a l'habitude, même si je suis sûr que ça leur va droit au cœur, aux morts. Non, c'est pour que chacun rentre en soi-même. Nous allons commencer un peu à philosopher, mesdames, messieurs. Philosopher avec Éric Ciotti et Estrosi, bonne chance. Délicate ambition. Non, mesdames, messieurs, nous avons des emplois du temps, des agendas, mais nous oublions que la plupart du temps, nous sommes les employés du temps. Vous n'avez plus le temps pour penser à vous-même, vous n'avez plus le temps pour rentrer en vous-même. Assurément pas. La deuxième raison qui fait que vous n'avez aucune possibilité de dire « nous nous connaissons nous-mêmes » et donc de regarder cet étranger à lui-même droit dans les yeux et de lui dire « on t'est conduit », c'est que c'est finalement totalement impossible de se connaître soi-même. Savez-vous pourquoi, Monsieur le Président? C'est assez simple. Parce que se confronter à soi-même, c'est se confronter à l'inconsolable. 1 heure. Est-ce que quelqu'un dans cette pièce pourrait dire 1 heure, une fois dans ma vie, non pas parce qu'on m'a coupé l'électricité EDF ou parce que j'avais plus d'ordinateur, je suis rentré chez moi, je me suis plongé dans les abîmes du silence. Pas de Facebook, pas de télé, pas de Facebook Live, Monsieur le Président. Pas de jurisprudence, pas de cornure, rien d'autre que vous et vous-même. L'avez-vous fait? Je vous pose la question. Non. Enfin, je ne suis pas avec vous tous les jours. Mais je sais que non, mesdames, messieurs, parce que qui a le courage de se confronter à cette solitude? À faire face à l'absurde de la vie. Camus, comme prévu. À l'insoutenable légèreté de l'être. Non. Donc, mesdames, messieurs, parce que vous manquez de temps, parce que vous manquez de courage, enfin, c'est nous manquons de courage, nous sommes dans l'impossibilité totale de nous connaître nous-mêmes. Ce qui me fait dire, comment voulez-vous donc regarder l'étranger, lui dire « toi qui es étranger à toi-même, tu n'as plus ta place parmi nous ». Nous en sommes tous là, mesdames, messieurs, à ne pas se connaître. Et croyez-vous vraiment que si l'un d'entre nous pouvait répondre de se connaître soi-même, les psychologues et les psychiatres auraient eu leurs lettres de noblesse? Conscient, inconscient, subconscient, moi, sur moi, sous moi, juste à côté de moi, pas trop loin, on ne sait jamais. Tout cela, mesdames, messieurs, c'est bien parce qu'on ne se connaît pas. Alors bien sûr, là j'en rigole. Mais foncièrement, je crois que la vérité est un peu plus grave. Et tout à l'heure, quand vous avez fait la présentation de votre serviteur ce soir, plus ou moins fidèle d'ailleurs, je me suis dit effectivement, cela a un sens, cela a un lien avec le personnage que je suis. Mais c'est tout. Le personnage, mesdames, messieurs. C'est la seule chose que je peux connaître. Oh, ma femme, disent-ils, c'est une image. J'ai beaucoup de difficultés, comme tout à chacun. Vendeur de chemise. Tout ça, c'est une image, mesdames, messieurs. Ça va aller, madame. Et permettez-moi à cet égard, pour clore sur cet argument, mesdames, messieurs, de vous dire que je crois que l'on ne peut pas regarder qui que ce soit en lui disant ton étrangeté à toi-même forme une étrangeté quelconque. Parce que le propre d'une personne, je n'apprends cela à personne, persona c'est un masque. Tout ce qu'on peut connaître, c'est le masque. Le reste, la profondeur des abîmes, tout cela, on ne peut pas y aller. T'es comme nous.
J'ai lu quelques livres. J'ai connu quelques femmes, nous dit Paul Valéry. Celui-là, tu l'avais pas vu. Je me suis aimé, parfois je me suis détesté, puis nous avons vieilli ensemble. Nous dit Paul Valéry, nous. Tant il est vrai que je est un autre. Et cela est éternel, mesdames, messieurs. Alors, ce soir, oseriez-vous dire oui? Et par votre jugement, mesdames, messieurs les juges, dire oui, on peut reconduire à la frontière un homme étranger à lui-même. Est-ce que donc vous oseriez, parce qu'il est en tout point votre semblable, dire oui, nous reconduirons à la frontière celui qui finalement n'est jamais que votre semblable et votre frère? Merci beaucoup. Alors, nous allons vous demander quelques minutes pour oui. Ah, il y a un droit de réponse encore. Oh, bon. Bon, ben, droit de réponse alors. Pas de droit de réponse? Bon, ben, voilà. Hein, alors, donc nous allons vous demander, disais-je, quelques minutes pour délibérer, mais nous allons délibérer sur le siège entre nous. Ne venez pas écouter ce que nous nous racontons. Et nous vous retrouvons dans quelques instants. Alors, pour ceux qui connaissent un peu la manière dont nous procédons, je tiens à rappeler d'abord que, comme cela a été fait, que tous nos propos sont empreints d'une grande bienveillance. Je le dis, mais je le redirai, c'est très courageux et c'est quelque chose que je peux dire assez honnêtement, mais je suis sans doute pas le seul ici. Je ne suis pas sûr que, je suis même sûr du contraire, à votre âge, quand j'étais étudiant, je ne serais pas venu à l'Assemblée me prêter à ce jeu, parce que c'est un jeu qui est difficile et je crois que je peux parler au nom du jury pour dire que tout le monde a mis la barre très haut. Donc la manière dont nous procédons est la suivante, c'est que nous allons, pour chacune des finales, nous allons vous donner rapidement nos observations et chacun notre tour, et nous vous donnerons à la fin, ensemble, les résultats. Voilà. Donc on va commencer avec notre doyen d'âge, le seul. Alors, confirmation d'ailleurs du fait que lorsqu'on est fiscaliste, est-ce qu'on est vraiment avocat? On peut avoir un doute, puisque les avocats ici ont des robes, me semble-t-il, et... Stéphane Baller, bon. Vous avez la parole, cher maître. En fait, le fait d'être chauve, c'est d'avoir un excès d'hormones mâles. Je pourrais porter une robe. Mais c'est vrai que je préfère la porter dans les prétoires. Et comme tu t'es défaussé et qu'il faut faire une quête à la fin de cette Lysias pour que le professeur Dondero puisse enfin s'offrir une robe, puisqu'il a refusé de mettre sa robe de professeur et j'aurais aimé l'accompagner. Il a refusé. Donc tu es l'arroseur arrosé. La prochaine fois où tu mettras une robe, on mettra une robe ensemble. Et en fait, c'est aussi parce qu'on ne voulait pas que Madame la députée soit obligée de venir en robe et qu'elle ait le choix des armes. Alors, on va commencer par les L1. Je pense qu'on fait les L1 puis les L2 et tout, chacun son tour. Alors, Anna, déjà Anna, où est-ce qu'elle est Anna? Anna, je vous aimais déjà beaucoup quand on vous a présenté, car vous étiez bicu. Bicursus, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on a... Oui, ne vous inquiétez pas, Samuel est plongé ailleurs, donc vous ne risquez rien. Yoga et compta, c'est vrai, continuez, persévérer. Après, vous pourrez faire fiscalité et honoraire, c'est pas mal non plus. Et puis, vous n'êtes pas bretonne, mais vous êtes quand même normande. Donc vous êtes assez cher à mon cœur, même si vous nous avez piqué le Mont-Saint-Michel, c'est pas sympa, mais c'est pas de votre faute. Alors après, c'est vrai que tout ce qui est mariage, tout ce qui est annulation, tout ce qui est manipulation, tout ce qui va derrière le mariage, je ne suis pas le meilleur client pour y croire. Bon, en plus, la fiscalité, on vit en fait de ces mariages qui se défont, surtout à l'international. Mais je dois reconnaître que le dol, le vide du consentement, la manière dont vous l'avez argumenté et le profil que j'en avais, j'y ai cru. J'aurais presque voulu être malade pour pouvoir faire une déclaration et que vous disiez oui. Après, mais ça, je pense que mes confrères reviennent. Je peux dire mes confrères quand même si je n'ai pas la robe. Enfin, les potes. Vous avez pris le risque de la réponse.
La réponse qui est remarquable, c'est qu'on voit le niveau de sincérité et le niveau de technique que l'on a. Vous êtes en L1, on vous le pardonne. Et peut-être parce que j'ai beaucoup aimé, je vous le pardonne beaucoup plus. Mais la prochaine fois, ce n'est pas forcément la peine de répondre. Alors, Elliot, on n'applaudit pas parce que... Hein, voilà. Hein, par rapport à Jean Lassalle, je vous fais déjà des trucs qui sont compréhensibles, parce que sinon... Voilà, Elliot. Alors, Elliot, je vais me méfier parce qu'il a la famille à bonbons, donc il faut que je fasse attention. Elliot, pareil, j'étais bien parti parce qu'il est dans Respect Zone, donc on signe la même chose. On ne doit pas avoir la même notion du respect. Et alors, moi, j'ai un truc, je vais aller très vite, qui m'a beaucoup gêné, même si vous avez beaucoup de talent. C'est si vous pouviez vous lever, juste, s'il vous plaît. Voilà. Et on a raconté que c'était un mec super élégant et tout, là, qui est-ce qui a fait le compliment? Vous n'avez jamais dit ça? Qu'il avait toujours des fringues, machin, il était à 4 épingles. Donc moi, je m'attendais à voir un Milord. C'est pas lui? J'ai confondu? Eh bien, je suis désolé, parce que du coup, j'ai regardé que votre cravate qui dépasse et c'est insupportable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mais c'était bien quand même. Merci. Et on applaudit. Ben oui, pour une fois que je fais vite, tu sais, c'est cher un fiscaliste. Hein, donc, Deux mots d'abord, Monsieur le Président, pardonnez-moi, mais deux mots pour vous dire que je suis effectivement... Non, je ne vais pas parler avec le micro. Deux mots d'abord pour vous dire que... Je suis très, très ému, très heureux d'être avec vous ce soir, parce qu'effectivement, Julien, tu l'as rappelé, j'étais petit déjà, quand je venais ici, à l'ISIAS, concourir, juger, aider, procréer finalement cette verve et cette jeunesse. Alors, en tous les cas, je suis heureux, mais je suis déçu à la fois, car je revois toutes les magouilles du concours. Et comme j'ai vécu à l'intérieur du concours, je peux voir maintenant ici vous parler des magouilles du concours. D'abord, ça fait déjà un mois qu'on nous bassine sur Internet qu'on va aller à l'Assemblée nationale. Bon, je voudrais tous vous dire que quand j'ai dit au taxi tout à l'heure, je vais à l'Assemblée nationale, monsieur, et qu'il m'a emmené ici, rue de l'Université, devant le vieux bâtiment Chaban-Delmas, il s'est foutu de moi. Donc oui, on se moque de vous. On vous fait rêver de la moquette rouge de l'hémicycle pour se retrouver ici. C'est de l'escroquerie. Ensuite, je pense qu'on est bon pour un régime, tous. On a tous des Ferrero, comme tout le temps. Il y en avait déjà à l'époque, ça fait 10 ans qu'on est servi de Ferrero. Oui, je les ai mangés pour faire plaisir. Et puis, on est tous surtout bons pour une séance de kiné. Je ne sais pas vous, mais on a passé toute la soirée comme ça, à essayer de les regarder. Les pauvres, ils ont fait un effort incommensurable pour nous regarder, c'était affreux. J'ai mal au cou, merci beaucoup. Alors, Anna Zergui, vous, en matière d'escroquerie, vous êtes une professionnelle. Déjà, vous prenez les juges pour des idiots, mais vous le faites très bien. D'abord, parce que vous arrivez en disant « Oui, alors ma cliente, elle est venue à mon cabinet, puis j'étais déçu quand elle est venue me voir pour solliciter que j'annule son mariage. » Non, alors je vais vous expliquer, quand un client vient vous voir au cabinet, on n'est jamais déçu. D'accord ? On l'accueille, on l'installe, café. Voilà, ça c'est la première réaction. Donc déjà là-dessus, je vous ai trouvé très malhonnête, mais je me suis dit pourquoi ça peut peut-être marcher. Ensuite, vous avez dit, l'amour est sincère quand il est libre. Le mariage me répugne. Mais je dis pareil aux gonzesses, moi, ça marche pas d'habitude. Puis je me suis dit, mais bien sûr, mais elle a raison, mais me pousser à la fidélité, tu vois, me pousser à la fidélité, ben, c'est me rendre malhonnête. Et alors vous m'avez fait penser à cette phrase magnifique d'un homme qui arrive sur la fin de sa vie, qui discute avec sa femme, puis sa femme, mourante, lui dit « Mon homme, mon tendre, m'avez-vous été fidèle ?» Et lui de lui répondre « Oh, ma tendre, ma douce, tant de fois. » Alors cette escroquerie-là, vous la maîtrisez parfaitement. Et puis, vous la maîtrisez très bien, et vous avez ces atouts quand même, que je dois souligner, c'est que non seulement vous regardez effectivement le jury, quitte à vous dévisser les cervicales, mais vous avez un effort de démonstration que je tiens à souligner, parce que moi je vous ai suivi du début à la fin. Même sur le dol par erreur, que je n'ai jamais compris, ni dans les livres, ni dans les cours, à Paris 1 ou ailleurs, je vous ai suivi. Et je trouve ça formidable. Rien que pour ça, on va vous applaudir. Alors ensuite, on a Elliot. Elliot, c'est Sarkozy, hein, je vais vous expliquer. Vous voulez savoir combien il y a de divorces, Madame Pujadas ? Eh bien, je vais vous le dire. Il y en a 170 000 par an. Alors, Sarkozy aimait bien les médias, vous aussi, puisque j'ai compris que
60 membres de la famille étaient tous là avec téléphone, iPad, ordinateur, caméscope. Je sais pas les gars, vous devez avoir des actions chez Darty, je sais pas comment ça se passe. Tous étaient là, vous êtes filmés de tous les côtés. Alors c'était formidable et c'était impressionnant. Surtout au moment où... alors je vous ai un peu moins suivi, je suis honnête avec vous, je vous ai un peu moins suivi, surtout quand vous avez commencé à dire quand on se regarde en arrière, l'amour, cette souffrance, et là j'étais un peu inquiet pour vous. Et puis il y a quelque chose qui pour moi m'a gêné, c'est que vous passez votre vie à draguer votre adversaire. Alors je vous explique, quand on est avocat, on est là pour dégommer l'adversaire. Vous, c'est, comme l'a rappelé très justement Maître Zerguit, comme l'a souligné avec intelligence mon contradicteur. Oui, Madame Zerguit vous a dit, très justement, selon la jurisprudence tout à fait applicable à l'espèce, non, ça va pas du tout, il faut la dégommer. Alors, si tu veux la pécho, on peut s'organiser, on voit ça après. Mais d'abord, le droit. Voilà ce que je voulais dire pour vous. Quand même, on va l'applaudir. Bien, patron. Adrien Sorrentino a raison. Nous sommes au 3e sous-sol d'un bâtiment qui n'est qu'une annexe de l'Assemblée nationale. Ce qui, a priori, vous donne le niveau de considération à votre égard. Et là, je parle de tous les deux, même si je sais bien que, et l'un et l'autre, vous vous sentez visés personnellement. C'est normal, ça nous arrive à tous. Tous ici avons été à un moment ou à un autre bêtes à concours. Et nous avons donc nécessairement dû subir à la fois critiques, mais aussi quand même quelques gentillesses. Alors, je suis honnête avec vous, je les cherche depuis tout à l'heure, les gentillesses sur mes notes, tant pour vous, Anna, que pour vous, Elliot, et j'ai du mal à trouver. Mais on va y arriver, même si on va peiner, comme vous avez, et l'un et l'autre, parfois peiné, pour néanmoins aboutir, et il faut être honnête, à un résultat qui est tout à fait honorable. Anna, je comprends hein, votre rigidité et on va l'attribuer probablement ou la mettre sur le compte de la jeunesse parce que je suis certain qu'avec les années qui vont passer, vous changerez d'avis et probablement les arguments de la même plaidoirie seront modifiés. Je suis d'accord avec vous, le mariage, c'est effectivement... le maintien du mariage n'est pas tolérable. Ça ne l'est pour aucun d'entre nous. Et donc, évidemment, avec un argument comme celui-là, vous pouviez déjà considérer que vous alliez gagner le concours. Mais c'est un peu court malgré tout. Pour autant, on est tous probablement nécessairement d'accord avec vous. Mais vous découvrirez, et puis on en reparlera dans 20 ans, de comment ça s'est passé, de comment vous aussi, vous direz, Anna, que vous avez au début mal à la tête, puis ensuite vous verrez des douleurs dans le dos, vous ne pourrez plus bouger, et puis petit à petit ça va se dégrader, à un moment ça va se dégrader tellement que vous serez obligé d'aller chez vos parents, vous y retournerez parce qu'il faut qu'ils s'occupent de vous, parce que lui il ne peut pas, ou elle, hein, enfin on est d'accord, on va pas... on parle de Jade ou d'Emma, enfin, ou de Jean-Patrick, ou d'Eliott, on verra bien, enfin tout ça se réglera après autour d'un verre de vin. Mais... voilà, vous évoluerez nécessairement. Pour autant, je ne pouvais effectivement qu'être d'accord avec vous. Et d'ailleurs, vous voyez, je n'ai pas d'alliance au doigt parce que j'avais anticipé les termes de votre plaidoirie. Mais faites attention quand même. Hein. Il y a une petite rigidité qu'il va falloir soigner. Sur le fond, il n'y avait rien à dire. Les arguments sont limpides et vous les avez déroulés. Sur la forme, je vais vous encourager à au moins une seule chose, et à respecter les canons du discours. Quand vous terminez votre discours, il nous faut une péroraison. J'exige des péroraisons. Je n'exige des péroraisons que depuis 20 ans. J'en veux. J'avais un patron à l'époque, il me disait des formules. Ils ne retiendront que les formules. Voilà. Alors, juste plus de formules et une péroraison. Elliot, vous avez une vraie difficulté.
Moi, je ne rejoins pas Adrien tout à fait. Je ne fais de vous que le Premier ministre de Nicolas Sarkozy fut un temps. Vous savez, celui à qui il est arrivé des bricoles après, et à qui il en arrivera, certains l'espèrent, d'autres moins, mais enfin bon, plus tard encore. Vous partez d'un postulat que le mariage est une institution poussiéreuse, mais que pour autant, si j'ai compris, il s'agissait quand même de le maintenir pour des raisons d'abord, c'est le premier mot que je crois vous utilisez, économiques, puis ensuite sociales. Ce qui me ramène au fillonisme, parce que pour rester avec Pénélope, il faut des raisons économiques, ça, la France entière l'a compris, et sociales, ça, bon, je ne sais pas, c'est d'autres considérations. Vous parlez de volonté matrimoniale, c'est-à-dire que vous utilisez tout un vocabulaire qui, effectivement, est désuet et un peu poussiéreux, et quand on rappelait Loisel et En mariage trompe qui peut, vous me faites dire que vous revenez à ce Moyen-Âge où l'espérance de vie était de 33 ans, et qu'effectivement, il fallait tromper, et vite, hein, parce que... Donc, j'ai tendance à considérer que votre discours... J'étais peut-être Nouvel Empire. Donc je dirais, il y avait quelque chose de poussiéreux. Mais pour autant, vous avez développé cet argument avec, c'est vrai, et là je vous le reconnais, un argument qui, pour la plaidoirie, est un argument massu. Si vous n'avez que cela, qu'elle était malade et vous annulez le mariage, ça va devenir un peu compliqué, les amis. Pour autant, et comme je le disais à Anna, vous verrez, vous allez vieillir, et dès qu'elle tombera malade, qui sait si l'idée d'une annulation de mariage ne vous viendra pas à l'esprit, à vous aussi. Alors nous en reparlerons pour tous les deux dans 20 ans. Bravo, vous êtes tous les deux des jeunes gens formidables, et je choisirai, mais parce que les gens font comme ça, beaucoup des clients de Stéphane, je choisirai Anna parce qu'elle veut 3 000 € d'article 700, et vous n'en voulez que 2 000. Elle est plus chère, ça doit être vachement mieux. Bonsoir. Alors, il est vrai que vous êtes au 3e sous-sol de l'Assemblée nationale. Sachez que c'est une salle pourtant majeure dans notre activité en tant que député. C'est la salle où nous nous réunissons toutes les semaines. Nous y faisons nos réunions de groupe. À ta place, généralement, il y a soit le Premier ministre, soit le ministre des Relations avec le Parlement. Vous avez Richard Ferrand à côté. François de Rugy est à ma place. Et là-bas, c'est souvent un vice-président chargé de la communication. Ça vous va bien? Et à ma gauche, en général, une vice-présidente du groupe. C'est une salle d'autant plus majeure que ce soir devait avoir lieu la présentation par le Premier ministre au groupe de la réforme constitutionnelle. Et à cause ou grâce à nous ce soir, ils ont été contraints de se replier sur une autre salle. Donc ne croyez pas que vous soyez maltraités en étant ici ce soir, bien au contraire. Et c'est également la salle où j'ai été élue présidente de la commission des lois, donc elle m'est particulièrement chère. Je voulais vous dire que j'étais très heureuse ce soir parce que ça m'a rappelé mes jeunes années de droit, de juriste, puis d'avocate. J'avais concouru à la conférence du stage, mais je me suis arrêtée au 2e tour. J'ai été battue par Mario Pierre-Stasi, ce qui est assez reluisant. J'ai passé des soirées heureuses à assister aux conférences Berryer. Et c'est vrai que de voir des jeunes juristes s'intéresser à l'éloquence et à discourir autour de causes ou de thématiques est vraiment, je trouve, très heureux pour l'avenir. Et nous attendons avec plaisir à l'Assemblée nationale pour pouvoir avoir des joutes oratoires avec vous, mais lors de débats de fond sur les lois. J'ai été épatée par vous deux notamment, parce que franchement, pour des premières années de droit, vous êtes absolument bluffant. Bluffant dans vos argumentations, bluffant dans votre façon de discourir,
dans votre élocution, dans votre courage de vous exprimer devant une telle salle, parce que ça n'est pas facile. Et d'habitude, c'est plutôt des exercices qui sont réservés, en tout cas à ma connaissance, à des personnes beaucoup plus aguerries que vous. Donc franchement, je voulais vous féliciter tous les deux pour cela, et bien évidemment ceux qui vous ont succédé. Il y a juste une petite remarque qui m'a frappée, parce que vous avez parlé de l'équité qui permet au droit d'être vraiment juste. Je me souviens, après ma première plaidoirie correctionnelle, je travaillais chez Hervé Temim à Paris, j'étais revenue, j'étais dégoûtée, parce que justement, la décision était très injuste. Et Hervé Temim m'avait dit, mais Yael, la justice, vous la trouverez partout, sauf au palais de justice. Ça m'avait frappée, mais je vous avoue que je crois que c'est le langage de vérité que j'ai vraiment entendu de la part d'un avocat le plus vrai, le plus réel, et qui m'a poursuivi toute ma vie. Maintenant, en tant que femme politique, c'est vrai que j'essaye de poursuivre l'équité. Ça n'est pas facile, mais en tout cas, j'espère, en tout cas, je pense que le droit doit être au service de l'équité, et sur cela, je vous rejoins. C'est toujours, même au 3e sous-sol, un honneur d'être accueilli ici et un plaisir, et aussi un honneur de présider ce jury, parce que je ne vois pas ce que j'ai fait pour le mériter, si ce n'est une grande affection pour ce concours et pour les étudiants qui ont le courage de venir se prêter à cet exercice. Je l'ai déjà dit, mais vraiment, je le pense très sincèrement, ce n'est pas facile. Le fait d'avoir ses parents, alors les plus âgés ne comprendront pas cette référence, mais j'ai pensé un peu à l'école des fans. Pardon, c'est pas les plus âgés, c'est seuls les plus âgés comprendront cette référence. L'école des fans, c'est une émission où voilà, des enfants chantaient et puis leurs parents avaient des caméras, mais des caméras de l'époque. Voilà, ils filmaient tous comme ça. Et ici, c'était un tout petit peu pareil que cela, cher Elliot. Je crois que vous avez maintenant une collection de films. Alors, ça va être 5 fois le même film en réalité, mais voilà, vous serez immortalisé, peut-être même déjà sur les réseaux sociaux. Alors, c'était... D'ailleurs, nous sommes sur les réseaux sociaux, puisque bon, je ne veux pas la moindre interface du moindre élève. S'il y a ça, ça se passera très très mal, mais nous sommes filmés et enregistrés, donc je ne suis pas sûr que les déclarations sur Madame Fillon, qui sont maintenant publiques, servent beaucoup ta carrière. Mais voilà, nous sommes sur Facebook Live depuis le début de la soirée. Je vous ai trouvé vraiment très bons, tous les deux. Alors vous avez, on oublie que vous êtes des étudiants de première année, on oublie parce que vous vous exprimez d'une manière qui est très bonne, qui est vraiment impressionnante, et l'une et l'autre. Vous, mademoiselle Anna, vous avez particulièrement, enfin, vous avez une voix qui est particulièrement agréable à entendre. C'est pas le son de votre voix, mais vous avez une élocution qui est très efficace, et on se perd pas, on vous suit avec plaisir. Vous, monsieur, également, mais faites attention, il y a des moments où il y a un peu de l'excitation qui vient. Je me suis plus intéressé finalement à la pure forme qu'au fond. Peut-être une faiblesse de moins écouter le fond dans ce genre d'exercice, mais faites attention parce que parfois, il y a un peu de l'excitation qui part et finalement c'est un peu mal à propos et on se dit mais pourquoi est-ce qu'il s'énerve comme ça voilà. Mais c'était l'un et l'autre très bien. Je ne suis pas spécialiste des histoires de dol dans le mariage, donc voilà, j'ai écouté ça d'un peu loin. J'ai trouvé que les réponses que vous avez faites l'un l'autre après étaient... moi, pour le coup, j'ai bien aimé toutes les réponses, la vôtre aussi. Vous, monsieur, c'était peut-être plus impressionnant parce qu'on avait l'impression que c'était une réponse préparée avec des références. Alors peut-être qu'elle était préparée quel que soit ce à quoi il fallait répondre, mais finalement c'était très impressionnant aussi. Et bon, vous verrez tout à l'heure le résultat, mais sachez que vous avez tous les deux fait une excellente prestation. On va parler maintenant, si Stéphane est encore alerte, on va parler de la L2. L'avantage du breton, c'est qu'il sait voir plus que son client, ce que m'avait recommandé mon premier patron. Donc t'inquiète pas, j'ai encore de la réserve. J'ai de la réserve aussi pour faire une chose. J'ai dit à toute l'équipe, ça fait donc 8 ans maintenant qu'on se voit, je suis ébahi des introductions que vous faites qui sont totalement uniques dans toutes les Lysias et les compliments que vous faites aux candidats pour les chauffer et au jury pour les défoncer.
me vont toujours droit au cœur. Oui, Julia, je suis venu pour pécho ce soir. Oui, je resterai encore au buffet ce soir. Et je m'en fous, je continue. Voilà. Donc bravo quand même. Ce qui est remarquable, c'est qu'ils commencent en première année avec du talent et vous les voyez grandir tout au long. C'est un vrai régal. On espère qu'on va vivre longtemps. Alors moi, je suis content d'être là, Madame la députée. Pourquoi, Madame la Présidente parce que c'est l'ancien Sofitel. Voilà. Alors, Laure Mazurier. Déjà, ils n'ont pas été gentils avec vous. Où est-ce qu'elle est, Laure? Elle est là. L'or noir, Pas-de-Calais, machin et tout. Il faudra leur expliquer ce que c'est Marc-en-Barreuil, hein, parce que voilà, ils n'ont rien compris. Donc allez visiter, je ne sais plus qui a fait le compliment, mais Marc-en-Barreuil, honnêtement, on parlera du Nord et des corons, c'est pas là que ça pousse. La deuxième chose, alors je vais appeler ma mère ce soir, parce que toutes les mères meurent. Donc ça peut être cool, je vais peut-être éviter. Mais maman, si tu me vois, bonjour, j'espère que tu vas bien. C'est Sorbonne TV, donc voilà, maman, je t'aime. Moi, je te l'aurais dit une fois. Alors après, vous aviez un rôle très difficile, un rôle de proc. Alors c'était un peu un proc à 18h, mais quand même, vous le faites bien, vous étiez bien dans le personnage, donc je ne sais pas si c'était naturel ou si c'était joué. Moi, je vais dire c'était joué, c'était très bien joué. C'est vrai que même un proc à 18h, il dit quand même couvrez cet auriculaire que je ne saurais voir, de manière un petit peu plus sexe que ce que vous avez fait, qui était quand même un petit peu linéaire. Faire du linéaire en disant on passera tous à la mort et à la maladie mentale. Comme je suis le doyen, je suis plus près que les autres de tout cela. J'espère que je me tuerai avant quand même. Et alors surtout, le clou du spectacle, c'est « Elle n'aura pas d'enfant encore heureux ». Je sais que vous défendez la société, mais un petit peu de réserve, c'est quand même pas mal. Et par contre, sur votre exorde, quand vous avez dit « Le bonheur des autres, je n'aime pas », écoutez, moi, vous nous avez fait le mien l'espace d'un instant, et même si chez les fiscalistes, on ne voit pas beaucoup de procureurs, le peu qu'on voit quand même, j'aurais aimé de vous avoir deux comme procureurs. Comme ils ne veulent pas m'applaudir, on va vous applaudir. Toujours des pauvres candidats ou candidates qui se retrouvent dans ce genre de situation, qui est d'être coincés dans une histoire qui a été écrite tard le soir, on imagine, avec un pot de fleurs lâché. Alors, je pense que la personne qui a rédigé ça avait vu The Voices avec Ryan Reynolds, sauf que là, c'est moins sexy que Ryan Reynolds, parce que c'est une... Enfin, bon, bref, laissons là les détails. Et c'est pas facile de se retrouver dans une situation qui est à la fois assez pathétique, assez tragique, et à devoir en plus jouer le rôle du méchant ou de la méchante, en l'occurrence avec ces phrases oui, c'est la mort qui est dans le pré. Alors j'ai pas compris pourquoi on nous parlait de pré alors que ça se passait dans une rue de Paris. Pas d'enfant encore heureux, moi aussi ça m'a fait assez mal aux oreilles, mais vous avez joué le rôle et vous avez été convaincante et voilà, vous avez été dans ce rôle qu'on vous a donné. Je crois pas qu'il y ait d'autres choses à faire. C'est difficile de demander la condamnation de quelqu'un à plusieurs années de prison en courant autour de la table et en poussant des cris. Donc, vous avez bien et très bien joué votre rôle. Luigi, c'est particulier parce que effectivement, vous avez eu ce démarrage difficile pour tout le monde. Il faut faire attention parce que vous étiez juste à côté de Stéphane Baller. Et ce genre d'émotion... c'est assez difficile à vivre. Enfin, voilà. Et depuis tout à l'heure, il tremble un peu. Enfin, bon, bref. Voilà. Alors, je me livre ici à un sport. Je ne comprends pas très bien pourquoi. D'ailleurs, pourquoi tu reviens. Parce que manifestement, les gens t'en veulent ici, que ce soit les candidats ou les membres du jury. Si tu savais pour combien de temps ils ont signé le contrat de sponsoring. Ça doit être ça, oui, ce n'est qu'un contrat finalement. Voilà, mais bon, j'ai relevé un bizarre, oui, je ne veux pas me droguer comme Maître Baller. Je me suis dit, mais quel compte ont-ils à régler? Enfin bon, voilà. En tous les cas, il y avait ce démarrage qui était... Parce qu'ils veulent venir à Paris 2 un jour. Bon, je ne réponds pas là-dessus. Il y avait ce démarrage qui était assez curieux. Alors, c'est sûr que quand on était en train de parler à sa voisine au moment où vous avez commencé, on était un peu surpris. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a une agression? Non, c'était vous qui étiez parti pour courir. Effectivement, on vous l'a dit et bien dit, ça ne marche qu'une fois.
Bon, c'était à tenter, vous êtes à l'aise, vous tentez des choses, c'est du spectacle vivant. Vous tentez des choses, mais du coup, vous oubliez des choses. C'est-à-dire que vous êtes l'avocat, vous devez présenter sous un jour favorable à votre cliente la situation, et quand vous dites elle jette le pot de fleurs, pourquoi pas dire simplement elle laisse tomber le pot de fleurs. C'est un détail, mais elle jette le pot de fleurs, voilà, on la voit comme ça, et vous ne faites rien pour qu'on ne la voie pas comme ça. Voilà, c'est un détail, hein, mais voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Et sur la fin, c'était mieux quand vous êtes un peu sorti du cadre, quand vous avez parlé de Laurent Wauquiez, c'était assez bien trouvé. Voilà, ça donnait un peu de respiration à quelque chose qui sinon était un peu de la plaidoirie de tribunal correctionnel. Enfin, on oubliait que vous étiez en deuxième année et on vous voyait déjà jeune avocat, si ce n'est à mon avis qu'un jeune avocat ne prend pas ce genre de risque à courir en hurlant. Et puis c'était assez bien vu le fait que entraînez-vous un peu le week-end parce que sinon après c'est compliqué. Ah mais j'ai fait mon truc à vous. Voilà. Voilà. Dernière manche. Oh. Attention. Non, reste assis. Bien. Donc, c'était bien, c'était très bien, mais c'était pas vraiment le sujet. Ça aurait pu durer très longtemps comme ça. C'était très impressionnant, c'était très agréable. Quand c'était le sujet, les rares moments où c'était le sujet, ça devenait très bon. Mais effectivement, et beaucoup de monde vous l'a déjà dit, il faut essayer de coller un peu plus. Là, c'était un peu le, pardon de parler comme ça, mais c'était un peu le joyeux bordel. Mais c'était un bordel très talentueux. C'était un désordre très talentueux, très intéressant. Mais voilà, vous avez, je pense, une très grande facilité. Il faut juste essayer de la brider un peu pour que ça devienne excellent. Là, c'est très bien déjà. Et je termine là-dessus en disant qu'à part cette histoire de Ferrero, c'est un concours qui permet de voir... Ne les ramassez pas, malheureux. Voilà. C'est un concours qui permet de voir des talents émerger, des talents se développer. Et j'avoue que j'ai une certaine hâte de voir pour des examens oraux, pour le grand oral du CRFPA, ce que ça peut donner. Parce que je pense que vous avez vraiment... du coup, c'est une vraie belle école de développement personnel, et je suis ravi que, alors c'est pas l'université en tant que telle, même si l'université y participe, puisque à cette heure-ci, mon horaire administratif est fini, mais c'est vraiment bien que les étudiants puissent développer leurs compétences comme ça, et je pense que pour des oraux, pour des entretiens d'embauche, pour des entretiens de stage, pour des plaidoiries, vous fortifiez, vous devenez véritablement excellent. Et ça, j'en suis ravi. Et je termine voilà, sur, encore une fois, des mots de remerciement à Lysias. Et puis, merci d'avoir utilisé peu l'expression insupportable « peuple de Lysias », voilà, qui est... voilà, voilà, au bout d'un moment, ça finit par être insupportable. Et merci voilà, que Yael ait eu à subir peu ce peuple de Lysias. Et si nous sommes prêts, nous pouvons... reprendre notre composition, réajuster notre perruque que nous n'avons pas et annoncer les résultats. Bien, alors. Il y a un grand avocat qui est Olivier Schnerb, qui avait été président d'une de ces Lysias et qui avait une formule qui était très juste, qui était quand on aura annoncé les résultats, il y aura une personne qui sera très contente et une autre qui en voudra beaucoup aux gagnants. Je crois qu'il ne faut pas en vouloir, mais c'est vrai qu'on se dit « Ah, il ou elle a gagné, j'ai perdu ». Mais non, je crois qu'il faut vraiment... Enfin, il y a du juste là-dedans et en même temps, il faut se dire que tout le monde a gagné parce que véritablement, je pense que tout le monde aura retiré beaucoup de cette soirée. Donc pour la L1, nous avons décidé de reconnaître comme vainqueur Anna Zergit. Mais je voudrais que nous applaudissions aussi Elliot, qui a été excellent.
Pour la L2, nous avons fait triompher Laure Mazurier. Mais pour sa capacité de sprinter au démarrage incroyable, il faut applaudir Luigi. Et pour la finale licence master, nous avons fait triompher Samuel Savarel. Mais incontestablement, on va applaudir aussi beaucoup Éléonore. Conclure, oui, Madame la Présidente, je vais conclure. Bien, écoutez, chers amis et chères amies qui nous regardez, si nos amis de Lysias ont réussi à appuyer sur le bouton, chers amis, c'était comme toujours un véritable plaisir, et je n'aurai qu'un seul mot, ne mangez pas ces Ferrero Rocher qui sont très durs. À l'année prochaine.